Bonjour, je suis le docteur Mouche, gériatre de l'éducation. Et je suis également directrice adjointe de l'école de gériatrie et de gérontologie de Montpellier, qui dépend de l'UFM. Nous allons discuter aujourd'hui de l'avancée en âge des adultes avec troubles du neurodéveloppement, avec une approche. On n'entend plus. Le contrat d'être multidisciplinaire et intégratif. Pour commencer, nous allons poser la question de ce que c'est le vieillir. En général, on considère que tout n'est pas soit normal, soit pathologique. Mais peut-être qu'on évolue sur un spectre où la vie normale est pathologique lors de l'avancée de maladie, en fonction de nos réserves physiologiques. Plus nous avons une réserve physiologique, plus nous avons de chances de rester normale, plus on va pouvoir s'épuiser des réserves physiologiques. Plus on a le risque de voir apparaître des maladies liées à l'avancée. Le rôle du gériatre va être de dépister ces fameux syndromes de la vie. Au premier desquels, nous allons trouver la fragilité. La fragilité, c'est un syndrome gériatrique qui révèle l'épuisement de ses réserves physiologiques. Vous avez ici en vert une personne âgée de robuste qui présente une infection urinaire, un délai de stress leader, qui va perdre toute forme d'autonomie et récupérer rapidement. Et puis ensuite, vous avez une personne âgée dite fragile qui va présenter la même infection urinaire, et lui va perdre beaucoup plus en autonomie, va passer sous le seuil d'un dépôt, va mettre beaucoup plus de temps à récupérer cette autonomie, et généralement, elle ne récupère pas son état fonctionnel antérieur. Cette fragilité est prédictive de la mortalité. Les personnes âgées détectées comme fragiles ont 3 fois plus de risques de décéder dans les 3 ans qu'une personne âgée dite robuste. Lorsqu'on mesure la fragilité, on peut utiliser plusieurs outils, dont l'index de fragilité, qui va nous permettre de mesurer l'âge biologique d'un sujet. Si cet âge biologique est plus important que l'âge chronologique, on parlera d'un vieillissement pathologique. Et à l'inverse, cet âge biologique est moins important que l'âge chronologique, que l'on a sur la carte d'identité, on parlera alors d'un vieillissement particulièrement réussi. Cette fragilité est souvent associée à une multimorbidité, c'est-à-dire la coexistence de 2 conditions chroniques de santé ou plus. Vous observez ici que plus on va dans son âge, plus cette multimorbidité progresse. Et au-delà de 80 ans, environ 80% de la population présente un état de multimorbidité. Dans la population générale, tout âge confondu, on observe une prévalence d'environ 20%. Cette multimorbidité est très fréquemment associée à la polymédication, c'est-à-dire le fait de consommer 5 médicaments différents ou plus par jour chez un même individu. Cette polymédication est source de iatrogénie et de complications chez le sujet âgé, au cours duquel le syndrome confusionnel. Pourquoi ces syndromes gériatriques apparaissent-ils lors de l'avancée en âge? En partie du fait d'un processus appelé inflammation, c'est-à-dire une inflammation chronique à bas bruit qui va entraîner une augmentation des conditions chroniques de santé comme les pathologies cardiovasculaires, le diabète, l'insuffisance rénale, le cancer, les troubles cognitifs ou encore la sarcopénie, le fait de perdre de masse musculaire. Toutes ces conditions chroniques de santé vont favoriser l'émergence de la multimorbidité, de la dégradation cognitive et de la fragilité, elle-même cause de mortalité prématurée. Outre le dépistage de ces syndromes gériatriques, le gériatre va permettre de travailler sur les réserves physiologiques de l'individu âgé. En renforçant ou en stabilisant ces réserves physiologiques, on va favoriser soit la sortie de cet état de fragilité, soit une stabilisation suffisante pour en limiter les complications. Avec des actions très simples,
promouvoir une activité physique adaptée, une stimulation cognitive, une alimentation adaptée et source de plaisir, mais également du lien social. Ce travail de repérage des vulnérabilités, de diagnostic des syndromes gériatriques, de proposition d'un plan de soins personnalisé tout en accompagnant la personne âgée et ses aidants en fonction de ce que la personne âgée souhaite pour elle, rentre dans le cadre d'un programme mondial appelé ICOP, qui a été mis en place par l'OMS en 2017 et adapté en France, d'abord dans la région Occitanie en 2019 et bientôt au niveau national. Ce programme ICOP, promu par l'OMS, s'établit en 5 stades. Un premier niveau où on va repérer le déclin des capacités intrinsèques, c'est-à-dire la vulnérabilité dans certains domaines que l'on va voir. Lorsque l'on repère des vulnérabilités, on va pouvoir proposer au sujet âgé le niveau 2, à savoir une évaluation approfondie, centrée sur le patient, en se concourant avec l'aide d'une infirmière de pratique avancée ou le médecin traitant. À l'issue de cette évaluation approfondie, on pourra définir des objectifs de santé et développer un plan de soins personnalisé en collaboration avec le patient. En parallèle de ce niveau 3, on pourra intégrer le patient dans la filière de soins gériatriques si son état de vulnérabilité et de fragilité le nécessite. Et concomitamment, on proposera le step 5, à savoir informer, soutenir la personne âgée et ses proches. À chacune de ces 5 étapes, un point sur la polymédication est proposé au sujet âgé. Ce système de repérage des vulnérabilités s'intéresse à 6 fonctions essentielles. La vitalité, c'est-à-dire la nutrition, l'appareil locomoteur, les capacités psychologiques, cognitives et également sensorielles. Il existe 2 autres points d'alerte, à savoir le support social et l'accompagnement des proches aidants, qui n'est pas directement intégré dans les fonctions essentielles évaluées en repérage. Ce repérage peut se faire soit de façon autonome, soit par les dents, soit par un professionnel de soins primaires, à l'aide d'outils numériques. Le repérage consiste tout simplement à poser quelques questions à la personne concernée. L'évaluation approfondie par un ou médecin traitant se fera par des échelles standardisées, auxquelles nous rajoutons des questions complémentaires pour une approche intégrée. Par exemple, si l'on observe une vulnérabilité sur le plan cognitif, lors de l'évaluation approfondie, on rajoutera quelques questions complémentaires sur l'état nutritionnel ou psychique du patient âgé évalué, même s'il avait répondu non aux questions intéressant ces 2 fonctions essentielles. On y associera un traitement ou des mesures de prévention, une prise en charge des maladies associées, notamment cardiovasculaires, et une évaluation de prise en charge sociale et physique adaptée. C'est en ça que ce programme ICOP n'est pas simplement un repérage des vulnérabilités, mais une proposition d'action sur les comportements de santé intégrée, parce qu'elle s'intéresse à plusieurs modalités à la fois, en se centrant sur le quotidien et les problématiques du patient, mais aussi ce qu'il souhaite pour lui-même. Ce programme ICOP s'intègre dans le tout nouveau SPDA, le service public départemental de l'autonomie, issu de la loi Bienvenue de 2024. Ce système SPDA est une approche intégrée de la personne vulnérable à risque de perte d'autonomie ou en perte d'autonomie, de l'enfant à la personne âgée. Sont intégrées dans ce nouveau SPDA les personnes en situation de handicap, les enfants en difficulté scolaire par exemple, mais aussi évidemment les personnes âgées. Dans l'Hérault, nous avons été retenus comme département préconfigurateur du bloc 4 de ce système SPDA, à savoir repérer les vulnérabilités, les prévenir et aller vers l'usager, trouver des solutions pour lui permettre d'accéder à ce repérage au plus près, au plus simple dans sa vie quotidienne. Je
vous ai présenté ici les dispositifs mis en place pour accompagner les personnes âgées de plus de 60 ans vivant à domicile et à risque de vulnérabilité. Qu'en est-il lorsqu'on présente un handicap préexistant? D'abord, il faut savoir de quel handicap on parle. Et là, on s'aperçoit qu'on ne sait pas vraiment combien de fois on a un handicap. Les données sont assez anciennes et on estime qu'il y aurait, dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement, environ 1,2 million d'adultes de plus de 45 à 60 ans concernés. L'adresse nous indique que 40 à 60% des adultes en établissements médico-sociaux ont plus de 45 ans. On sait par ailleurs que dans certains domaines de troubles neurodéveloppementaux, la mortalité est accrue, notamment chez les enfants, avec une espérance de vie réduite de 16 à 18 ans, par exemple dans la schizophrénie. Mais dans d'autres troubles neurodéveloppementaux, on ne connaît pas l'espérance de vie par rapport à la population générale. Par exemple, dans l'autisme, cette donnée n'est pas disponible. Dans le trouble du développement intellectuel, on sait qu'il existe une multimorbidité précoce, une fragilité précoce et plus de troubles neurocognitifs en population générale. De manière générale, on peut estimer que vieillir avec un handicap préexistant entraîne un surhandicap. Or, c'est un problème de santé publique, puisque le rapport de la Cour des comptes de 2023 nous explique qu'il y a une progression en une dizaine d'années d'à peu près 55% du nombre de personnes bénéficiaires de l'âge âgées de plus de 50 ans. Et pourtant, en termes d'accompagnement, nous ne sommes pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Les personnes vivant à domicile en situation de handicap décrivent un accompagnement insatisfait pour près de 60% d'entre eux et 40% en établissement médico-social. Si l'on prend le champ du trouble neurodéveloppemental, on passe à 60 et 80% d'accompagnement insatisfait. Dans les troubles neurodéveloppementaux, on sait qu'il y a plus de troubles neurodégénératifs, 22% versus 5% de la population générale chez les plus de 65 ans. Il existe également une multimorbidité précoce. En population générale, je l'ai dit tout à l'heure, environ 20%. Dans des populations avec troubles du spectre autistique associés à un trouble du développement intellectuel, on grimpe à 80%. Et ceci semble être lié à un inflammation, une inflammation chronique abattue présente dès l'enfance dans ces troubles neurodéveloppementaux. Par ailleurs, la fragilité, ici en noir, chez les personnes avec troubles du développement intellectuel, est bien plus importante qu'en population générale, ici en gris. En population générale, la fragilité augmente par 3, le risque de décéder à 3 ans. Chez les personnes avec troubles du développement intellectuel, cette mortalité est multipliée par presque 1. On a donc affaire à une fragilité plus précoce, mais également plus intense. Il est donc essentiel de déterminer quelles sont les trajectoires de vieillissement de ces adultes avec troubles du neurodéveloppement, car il semblerait qu'ils soient confrontés à un vieillissement plus précoce et clairement plus pathologique que la population générale. Mieux comprendre ces trajectoires permettra de mieux anticiper les besoins en soins pour la personne, mais aussi ses aidants, et de personnaliser sa prise en charge en sensibilisant les acteurs de soins primaires au repérage de cette vulnérabilité gériatrique. En gardant en tête que ces situations sont forcément complexes, puisqu'on a près de 50% des adultes avec un trouble du développement intellectuel qui présentent en fait une maladie rare sous-jacente grâce au progrès de la génétique. Et qui dit donc maladie rare, dit donc forcément trajectoire individuelle et complexité. Il va donc falloir intégrer cette notion de complexité dans le repérage des syndromes gériatriques et dans l'accompagnement et la prise en charge gériatrique dédiée pour ces patients vieillissants. D'où l'idée de s'inspirer de ce programme ICOP pour son aspect multimodal et intégré pour accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap avec un trouble du neurodéveloppement. Première étape, repérer les vulnérabilités en s'adaptant à cette fameuse complexité.
l'initiative de nos collègues parisiennes, Perrine Charles et Heidi Solveig, avec l'aide de mon collègue généticien David Geneviève à Montpellier et de Marie-Christine Picot, méthodologiste, nous avons pu réaliser un sondage dans les établissements de l'UNAPI avec près de 120 réponses. Cette enquête permettait d'établir l'âge moyen des adultes dans ces établissements. Il était établi en moyenne de 45 ans, ce qui est assez concordant avec le rapport de l'adresse de 2022. Par ailleurs, près de 2 tiers d'entre eux n'avaient pas de diagnostic génétique, quand bien même ils présentaient des critères justifiant de rechercher une maladie rare. En fonction des symptômes évocateurs allant de la fatigabilité excessive à la dégradation de l'autonomie ou encore à l'incontinence urinaire, évocateur donc de syndrome gériatrique, 20% à la moitié des participants présentaient ce type de symptômes et donc, en théorie, devraient nécessiter un bilan gériatrique approfondi. Enfin, près d'un tiers d'entre eux présentaient une polymédication, à savoir 5 médicaments de plus différents sur leur anatomie. Ces données chiffrées établissent donc le besoin d'un repérage adapté à cette population et intégrant pas seulement les syndromes gériatriques, mais aussi les spécificités génétiques de cette population. C'est pourquoi, dans le cadre de l'ERNITAK, avec ma collègue Heidi Physician, Laura De Graaf aux Pays-Bas, nous avons souhaité créer un groupe de travail autour du management de l'avancée en âge des adultes avec troubles du développement intellectuel, en se posant la question de comment standardiser versus personnaliser, comment proposer un repérage des syndromes gériatriques adaptés, sans partir dans l'effet silo et sans perdre la notion de complexité. Nous avons donc constitué un consortium d'experts. Nous sommes partis des points, des fonctions essentielles évaluées dans l'ECOP et actuellement nous travaillons ensemble à définir si tous ces domaines sont suffisants ou s'il ne faut pas rajouter des domaines propres à notre population vieillissante d'adultes avec tout du développement intellectuel, notamment la question de la santé des femmes, la question du diagnostic génétique, la question évidemment sensible du support social et de l'autodétermination, en plus des autres fonctions habituellement évaluées dans l'ECOP. Lorsque ce travail d'ajustement des domaines à explorer et évidemment des questions à poser pour repérer en soins primaires les vulnérabilités sera établi via ce travail de consortium d'experts, nous pourrons proposer un projet européen au sein du réseau de l'ERNITAK et des filières françaises pour mieux adapter les outils de repérage à notre population. Je m'explique. Nous pourrons utiliser l'outil numérique déjà actuellement disponible dans ICOP, mais en mettant les bonnes pastilles pour notre population et ainsi repérer les besoins de diagnostic de précision en génétique, mais aussi de la prise en charge de soins gériatriques grâce à des questions adaptées aux adultes avec troubles du développement intellectuel. Le but étant, in fine, d'améliorer la qualité de vie et le suivi médical. Ce projet européen durera 3 ans et intégrera minimum 3 healthcare providers de l'ERNITAK. Nous envisageons de déposer une demande de financement courant 2026-2027. La deuxième étape d'ICOP, et cette fois-ci donc un programme ICOP+, pour l'adulte avec des particularités neurodéveloppementales, c'est une fois qu'on a repéré les vulnérabilités de proposer une évaluation approfondie. Oui, mais comment? Avec des outils adaptés. Par exemple, la fragilité en population générale s'évalue selon 5 critères. Perte de poids, fatigue, baisse des activités, vitesse de marche diminuée et faiblesse musculaire. Pour vous donner un exemple, la faiblesse musculaire s'évalue avec ce petit test qui s'appelle un test. Nous avons essayé dans une étude de cohorte qui évalue des adultes avec
troubles du développement intellectuel et autisme, et que nous suivons au même cours pour les adultes âgés en moyenne de 40 ans et qui avancent en âge. Et nous avons observé que pour un participant sur deux, ce test était irréalisable. On a donc besoin d'outils adaptés pour détecter cette fragilité et certainement pas les outils de la population générale. Nos collègues néerlandais, depuis 3 ans, ont mis au point un index de fragilité pour les personnes avec des déficiences intellectuelles et qui a été récemment validé en français par l'équipe de l'Institut. Pour les troubles neurocognitifs majeurs, là encore, nous avons des difficultés. Les échelles habituellement utilisées en population générale ne sont pas adaptées à nos profils cognitifs et à leurs endophénotypes. Il existe quelques échelles d'hétéro-évaluation à l'aide des éducateurs qui ne sont que des échelles de repérage et certainement pas de diagnostic. On peut éventuellement réaliser une imagerie cérébrale, si tant est qu'elle soit réalisable. Mais pour, par exemple, le TEP-scan au glucose marqué, au FDG, on observe parfois des suractivités ou des sous-activités régionales qui sont en fait liées au terrain neurodéveloppemental préexistant, comme ici en orange dans la schizophrénie ou en vert dans l'autisme. Il est alors difficile de dire si l'anomalie qu'on observe est nouvelle et liée à un processus neurodégénératif qui se surajoute au profil cognitif préexistant, ou si c'est tout simplement l'état de base de notre patient. Mais comme on n'a jamais exploré son métabolisme cérébral, on n'a jamais su qu'il y avait une hypo ou une hyperactivité dans certaines régions. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, depuis quelques années, des biomarqueurs sériques, notamment les neurofilaments, mais aussi la protéine tau phosphorylée sur son isotope de 117, qui sont des marqueurs de troubles neurocognitifs majeurs, disponibles en sang circulant et qui permettent donc de surseoir à la fonction lombaire qui n'est pas forcément évidente à faire dans la population. À Montpellier, nous avons la chance d'avoir un accès aux neurofilaments, qui est un marqueur à large spectre, les positifs, pas que dans la maladie d'Alzheimer comme le tau 217, elle est spécifique de la maladie, mais qui peut être segmentée dans les atteintes frontotemporales, dans les atteintes vasculaires, et qui est fortement corrélée avec les déclin cognitif. Nous avons pour projet de développer ce dosage sur papier buvard, puisque l'équipe du professeur Sylvain Lehmann est capable de doser ce marqueur sur papier buvard afin de faciliter l'accès à ce biomarqueur. L'idée est de valider cet outil de dépistage et de réaliser une recherche participative via le domicile, mais aussi les établissements médico-sociaux. Nous sommes actuellement en recherche de financement. Ce biomarqueur ne sera pas une réponse unique en soi pour le diagnostic de maladies neuroévolutives, parce qu'un biomarqueur positif ne suffit pas à diagnostiquer, mais il permettra d'augmenter le nombre d'outils à disposition, et c'est sur un faisceau d'arguments que l'on pourra poser des diagnostics un peu plus aisément de maladies neuroévolutives chez nos patients avec troubles du développement intellectuel préexistant, déjà fortement à risque de développer ce type de trouble lors de leur rentrée en âge. Une fois qu'on a réussi à évaluer de manière approfondie ces vulnérabilités, il faut proposer un plan de soins personnalisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai enjeu autour de la transition chez ces adultes. On a beaucoup discuté ces dernières années de la transition entre l'adolescence et l'âge adulte, la première vague. Mais on n'a pas du tout anticipé la deuxième vague, à savoir lorsque je passe de l'âge adulte au grand âge, au moment où je suis âgée. Or, plus on va anticiper cette transition, plus on va diminuer les symptômes psychocomportementaux, ce qu'on appelle aussi dans le médico-social les comportements des filles. Et ça permettra de mieux coordonner cette transition. Pour revenir à l'exemple des troubles neurocognitifs majeurs, des troubles neuroévolutifs, diagnostiquer précocement cette difficulté va permettre d'envisager plus sereinement une transition, notamment s'il faut changer d'établissement pour avoir un environnement plus éveillant devant l'apparition progressive des troubles cognitifs. Or, on sait que les demandes de réorientation prennent énormément. Cette transition ne doit pas faire oublier l'individu, son environnement, ses aidants familiaux, mais aussi professionnels, d'où l'intérêt de développer des recherches en sciences humaines et sociales autour de cette question de la transition et de l'accompagnement. Nous avons donc un projet soumis à la CNSA cette année
au CHU de Montpellier, qui s'appelle le projet Clé, où on travaille avec des chercheurs en sciences du langage, des philosophes, des sociologues, des ethnographes, pour permettre de rendre une synthèse géométrique que l'on réalise à l'issue de consultations dédiées plus accessible aux usagers et aux aidants, en utilisant un outil d'intelligence artificielle pour adapter ces synthèses en FAQ et en images, avec la participation de l'UNAPI et d'un ESAT l'envoi qui est spécialisé dans la production de FAQ, qui vont permettre d'impliquer les patients eux-mêmes, et la fameuse association qui crée Santé BD, Coactis Santé. On espère que ce projet sera financé pour améliorer l'autodétermination des patients et améliorer la compréhension de cette transition pour tous les aidants qui les accompagnent au quotidien. Quatrième étape, adapter la filière gériatrique lorsque le patient repéré comme vulnérable doit rentrer dans la filière gériatrique. Cette filière gériatrique, elle doit être multidisciplinaire et évidemment accessible. En 2019, nous avons développé une consultation gériatrique dédiée aux adultes avec troubles du neurodéveloppement au CHU de Montpellier pour pouvoir évidemment dépister les syndromes gériatriques avec des outils qui se sont étoffés depuis 2019. Au début, nous n'avions pas l'index de fragilité adapté, nous n'avions pas le dosage des neurofilaments ou de phosphorylation sur son isotope de santé. Et évidemment, l'idée, c'est aussi de faire de la prévention. Même lorsqu'on n'observe pas de syndrome gériatrique, on peut toujours donner des conseils gynodiététiques, dépister les comorbidités, notamment cardiovasculaires, l'insuffisance rénale et l'apnée du sommeil, qui ont une forte prévalence dans cette population, et évidemment agir sur la polymédication et le millefeuille de psychotropes qui nécessitent souvent lors de l'apprentissage d'être considérablement allégés. L'idée, c'est de ne pas avoir d'âge seul. Parce que lorsque l'on regarde l'âge biologique de nos patients par rapport à leur âge chronologique, on est surpris. Pour vous prendre l'exemple de notre cohorte des femmes, dont vous parlez tout à l'heure, des adultes avec troubles du spectre autistique associés à un trouble du développement intellectuel que l'on suit au cours, ils ont, au moins l'évaluation initiale dans cette étude, un âge chronologique, c'est-à-dire sur leur carte d'identité de 43 ans. Et quand on fait leur âge biologique, on arrive à 82. D'où l'idée de ne surtout pas avoir un âge seul dans cette consultation. On vient nous voir si on se pose la question d'un vieillissement accéléré, à savoir une fatigabilité, une perte d'autonomie, des difficultés cognitives ou des chutes. Donc, essentiellement, les points d'appel qui amènent les patients dans notre consultation. Et on va essayer d'utiliser le plus possible dans cette consultation des outils non invasifs. En 2027, nous aurons un nouveau bâtiment de gériatrie au CHU Montpellier, dans lequel il est prévu d'avoir une partie hôpital de jour d'évaluation multidisciplinaire pour les personnes handicapées vieillissantes. Ça nous permettra de faire des évaluations plus approfondies, plus poussées, mais aussi de valider des outils non invasifs de repérage et de diagnostic des syndromes gériatriques. Évidemment, ce travail se fait également en coordination avec la TGNDF, qui va permettre de personnaliser les soins. Tous les patients qu'on reçoit en gériatrie et ont un trouble du développement intellectuel et qui n'ont pas de diagnostic génétique et qui ont tous les arguments pour suspecter une maladie rare, on leur propose de rencontrer David Geneviève, qui est donc notre professeur de génétique que vous connaissez bien, et qui va leur proposer une consultation et un exome ou un génome en fonction de la situation. Et à l'inverse, la génétique nous adresse des patients qui reçoivent la consultation génétique ou qui suivent depuis longtemps parce qu'il y a une problématique de vieillissement accéléré qui se pose pour qu'on puisse faire un bilan complet et aider ensuite à une éventuelle réorientation ou tout du moins un ajustement des soins non quotidiens. Nous avons décidé d'aller plus loin avec David, qui a porté depuis 2023 un projet qui a été soumis en 2023 mais refusé et accepté pour sa lettre d'intention cette année, donc 2024-2025, puisqu'on est toujours à cheval sur 2 années. On a déposé le dossier en avril, à savoir une équipe mobile qui combine un généticien, un gériatre, une neuropsychologue et infirmière pour pouvoir faire de l'évaluation génétique standardisée, du conseil génétique, d'éventuels biomarqueurs capillaires, les fameux neurofilaments notamment, lorsque cela est nécessaire, pour pouvoir proposer à domicile
au plus près dans ce fameux bloc 4 du SPDA de l'ALE vert, du repérage et de la prévention pour les personnes en établissements médico-sociaux qui ont besoin d'un bilan. Ça va permettre de mieux connaître les trajectoires de questions de santé, de valider les outils de pistage, mais surtout et avant tout de proposer un plan de soins personnalisé et de récolter les besoins de terrain pour les réintégrer dans nos projets de recherche dans l'angle d'une recherche participative. Donc, comme je vous le disais, on n'a pas été retenu en 2023, mais la lettre d'intention est acceptée en 2024 et c'est un budget conséquent d'un tout petit peu moins d'1 million d'euros. On espère vraiment que le dossier complet passera. Mais vu le coût, on a bien sûr confiance que ce n'est pas complètement gagné. Dernier step, le 5, accompagner la personne en situation de vulnérabilité et accompagner ses aidants. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord déstigmatiser. On sait que nos adultes avec des troubles du développement intellectuel ou des troubles neurodéveloppementaux ont des grandes difficultés d'accès aux soins et qui sont stigmatisés même par le corps médical. Un exemple, une étude du docteur Guillaume Fon, publiée en 2019, où il s'est intéressé à toutes les personnes décédées d'un cancer en France. Il a étudié les données issues du SNDS. Il a fait deux groupes. Un groupe avec schizophrénie, un groupe sans schizophrénie. Il a fait en sorte que ces groupes soient parfaitement comparables en termes d'âge, en termes de type de cancer, de stade de cancer, de comorbidité. Et il a regardé qui avait un traitement curatif, qui n'en avait pas, qui avait un traitement palliatif, qui n'en avait pas. Il s'avère que juste le fait d'être schizophrène augmente le risque qu'on propose du soin palliatif et uniquement du soin palliatif de 1,6 par rapport à la population restante, à savoir sans schizophrénie. On n'a pas la même attitude thérapeutique si on a une schizophrénie. Alors que pourtant, c'est le même cancer, le même stade, le même terrain, les mêmes comorbidités. Donc il faut déstigmatiser. Comme déstigmatiser en formant les professionnels de santé, parce que dans tous les domaines de la santé, on sera amené à rencontrer des personnes âgées et on sera aussi amené à rencontrer des personnes handicapées vieillissantes. Puisque, comme nous l'a dit le rapport de la Cour des comptes de 2023, c'est une population qui vieillit et donc qui a besoin d'accéder au système de santé, comme tout à chacun et comme toute personne a besoin. Avec l'école de gériatrie et de gérontologie, on développe donc des formations spécifiques, un diplôme universitaire pour accompagner et donner des informations aux soignants, aux paramédicaux et aux médecins autour des personnes en situation de handicap vieillissante. Et on développe également des formations courtes, là cette fois-ci quasi exclusivement pour les paramédicaux, des petites formations de 8 à 10 heures maximum, en ligne en ligne, très simple d'accès, avec un tarif en toute concurrence, parce que c'est vraiment juste le tarif de base des services sans à 150 euros. On ne pouvait pas faire trop cher. Au niveau de l'université, on a vraiment décidé de ne surtout pas être rentable pour permettre de sensibiliser à tous les niveaux, tous les acteurs de terrain, du soin primaire au soin tertiaire. L'enjeu est également d'informer les patients eux-mêmes et leurs aidants professionnels et familiaux. Nous développons pour ce faire avec l'école de gériatrie et de gérontologie de Montpellier des capsules vidéo d'information qui sont en libre accès sur le site internet de l'école. Vous y trouverez 15 capsules vidéo d'information pour les aidants familiaux de personnes âgées en perte d'autonomie. Et nous venons d'obtenir le financement de l'Université de Montpellier pour développer le même type de capsule, mais cette fois-ci pour les personnes handicapées vieillissantes. Vous ne serez pas très surpris d'apprendre que nous avons décidé de centrer les domaines de ces capsules sur les domaines de vulnérabilité établis par le groupe de travail de l'ERN-ITACA, les fameux domaines de l'ICOM+. L'idée étant d'informer les aidants, professionnels et familiaux, mais aussi les patients, de ces vulnérabilités à repérer lors de l'avancée en âge et des éventuels ajustements qu'on peut proposer.
Nous allons travailler sur ce projet, là encore, avec les axes de l'envol de l'UNAPI, qui implique des personnes avec troubles du neurodéveloppement, avec troubles du développement intellectuel, dans la production de supports FALC et imagerie. Ils vont nous aider à rendre nos vidéos accessibles pour les aidants, mais aussi pour les patients eux-mêmes. Ce travail s'inscrit toujours dans la dynamique du bloc 4 du SPDA de repérer, prévenir et aller vers. Nous y travaillons également avec une autre association, le Cloduni, qui gère une vingtaine d'établissements médico-sociaux en Lozère. Et voici ce que cela donne en termes de capsule vidéo qui dure 6 à 8 minutes maximum. Et là, je vais vous montrer la capsule d'1 minute 30 d'introduction des vidéos d'information pour les adultes en perte d'autonomie à domicile, personnes âgées, population générale. Mais pour que vous ayez une idée du rendu, il y en aura le même type de capsule dans quelques mois adaptée aux personnes handicapées vieillissantes. Donc là, pour l'équipe technique, il suffit juste d'appuyer sur le petit triangle et ça va lancer la vidéo qui va durer 1 minute 26. Vous l'avez compris? Stéphanie Lio, je suis gériatre au CHU de Montpellier. Vous allez accéder à une information réalisée par l'école de gériatrie et de gérontologie de Montpellier-Nîmes avec des professionnels de terrain et destinée aux aidants de personnes âgées en perte d'autonomie vivant à domicile. Cette information se divise en plusieurs parties. D'abord, une capsule vidéo d'introduction pour vous expliquer les grands principes de gériatrie. Puis 3 modules de 3 vidéos chacun. Un module pour vous aider à comprendre la maladie de votre proche, un second module pour vous donner des outils pour accompagner votre proche à domicile, et un dernier module pour vous permettre de prendre soin de vous. Tout au long de ces vidéos, n'hésitez pas à mettre en pause, reculer dans la vidéo ou repasser la vidéo autant que nécessaire. Vous pourrez ensuite discuter de ce que vous avez entendu avec votre médecin, le gériatre de votre proche, ou encore dans votre entourage pour poser toutes les questions que cela peut susciter, ou bien pour partager ses connaissances. Ces vidéos vous offriront quelques outils pratiques. Vous en connaissez sans doute déjà. Piochez ceux qui vous intéressent, ce qui correspond à vos besoins, parce que c'est vous, l'expert de votre proche. L'enjeu est également d'informer les patients eux-mêmes et leurs aidants professionnels et familiers. Nous développons pour ce faire avec l'école de gériatrie et de gérontologie de Montpellier, vous l'avez compris, pour accompagner cette population vulnérable qui nous reste encore beaucoup de travail, pour pouvoir l'intégrer dans une perspective d'Alcom+, avec des projets, lorsqu'il y a 3 écoles qui sont déjà financées en cours, qui sont soumis à financement lorsqu'il y a 2 étoiles, ou qui sont encore en recherche de financement lorsqu'il y a une étoile. En tout cas, à Montpellier, on a la chance de travailler ensemble, notamment avec le service génétique de David Geneviève, pour essayer de développer tous ces projets, pour repérer les vulnérabilités, réaliser des évaluations approfondies, personnaliser les soins, accéder à une filière dédiée pluridisciplinaire et sensibiliser les acteurs de soins primaires, en rentrant toujours dans ce fameux SPDA qui va s'appliquer au cours de l'année prochaine au niveau national. L'idée, c'est d'avoir toujours une approche globale, centrée sur la qualité de vie du patient, et en gardant en tête que ma qualité de vie n'est pas forcément sa qualité de vie. Il est donc important de pouvoir recueillir son avis en utilisant des outils d'information adaptés à ce niveau de communication sociale. Et c'est probablement là où on aura le plus gros des efforts à mettre et le plus d'ajustements de notre côté à initier. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie pour cette invitation et je vous souhaite une bonne continuation dans ce projet. Et je reste à disposition par mail si vous avez des questions ou si vous avez envie de participer au projet.
Voilà, c'est à bientôt. À bientôt.